Les fonctions vitales, c'est un concept que j'ai tiré, en fait, de la physiologie, qui porte sur la respiration, pour parler de fonctions vitales psychologiques. Dans les derniers moments de travail d'écriture, et avant la fin de l'écriture, je suis allé dans une crèche. J'ai observé les tout petits, qui avaient entre 8 mois et 2 ans et demi. D'habitude, j'allais dans des écoles maternelles, écoles primaires, collèges, lycées. Et là, pour la première fois, j'allais avec des enfants qui n'étaient pas encore scolarisés. C'est le mode de fonctionnement de la crèche qui m'a permis de découvrir ce phénomène-là. C'est-à-dire les tout petits, de manière évidente, qui sont dans un lien d'attachement. Moi, je l'appelle fonction vitale d'attachement. Mais il y a autre chose qui se passe et qu'on observe très rapidement dans la crèche. Ils ne sont pas que dans l'attachement. Ils sont au boulot. Ils bossent. Bonjour, je m'appelle Laurent Laprie et je suis professeur de lycée et formateur. Je m'appelle Michel Breut, je suis psychologue de l'éducation, formateur en formation continue des enseignants et désormais retraité. Dernier épisode du podcast Secret d'école. Dernier épisode d'une série de 5 pour présenter les analyses, les réflexions, des témoignages sur l'état des lieux de l'apprentissage en 2026 en France. Et ce, au travers de l'expérience de Michel Breut, auteur du livre Secret d'école, édité chez L'Harmattan, dans la collection Enfance, Éducation et Société. Dans ce dernier volet, Michel Breut et Laurent Laprie vont nous donner leur avis sur l'évaluation. Est-elle véritablement un outil de développement de l'apprentissage ? Est-elle préjudiciable à la motivation de comprendre ? Est-elle un moteur pour apprendre au-delà des chemins tracés, des programmes formatés et du par cœur ? Nous allons découvrir d'ailleurs que, jusqu'au plus haut niveau de l'éducation, l'évaluation pose question. Nous écouterons dans ce podcast Jacqueline, directrice de formation des cadres supérieurs de la collectivité territoriale. Elle nous expliquera l'intérêt que portent les énarques à travailler, réfléchir et participer quand ils ne sont pas évalués. Mais avant de s'intéresser à l'élite avec Michel Breut, observons encore un peu les tout premiers pas de l'apprentissage à la crèche. Quand tu les regardes comme ça et quand tu les observes comme ça, j'avais eu l'habitude d'observer les élèves, donc je me suis mis à les observer, à les filmer. Et j'ai vu quoi ? Des tout petits qui en permanence sont au travail. Et ils sont en train d'apprendre quoi ? D'apprendre les coordinations nécessaires de leur corps, à se mettre debout, à se retourner, à s'asseoir, à se déplacer, etc. Et je l'ai vu comme finalement de l'apprentissage. Je me suis dit, tiens, il y a autre chose que l'attachement. Ils font autre chose. Ils bossent. Je me dis, tiens, ils sont en train d'apprendre. Il y a une autre fonction vitale qui s'appelle la fonction vitale apprentissage. Ça fonctionne exactement comme l'a défini Piaget, comme une activité régulée, essai-erreur, etc. La différence, c'est que les tout petits sont moins persévérants. Ils essaient quelque chose. J'ai vu comme ça une gamine qui voit un de ses camarades secouer, faire une musique avec un objet dans un seau, je crois, quelque chose comme ça. Elle s'approche sur les fesses, elle ne marche pas encore, et elle voit son camarade qui fait ça et qui continue à jouer avec. Elle s'arrête et elle attend qu'il ait terminé. Tiens, elle a déjà travaillé, cette gamine-là. Elle n'est pas allée jusqu'au bout, quoi. Elle attend et lui, il termine. Et elle ne voit pas une chose, c'est que lui, il enlève la boule. Il enlève la balle qui est dans le seau. Et elle y va, elle prend le seau, elle le secoue. Ça fait pas de musique. Elle recommence, elle le tape par terre, elle essaye. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le pose par terre, elle met son doudou dedans. Et elle s'en va. Donc elle abandonne le travail, elle ne va pas jusqu'au bout. Et c'est là que je découvre que les tout petits n'ont pas encore construit, ils vont construire plus tard, la situation suivante où l'enfant va jusqu'au bout du problème. Là, ils passent d'un problème à l'autre et ils avancent comme ils peuvent et jusqu'où ils peuvent.
Et puis tout à coup, ils sont intéressés par autre chose, par une plume, par un camarade, par une chaussure, etc., etc. Et ils vont changer d'objet. Et ils vont comme ça, en permanence, être en apprentissage, mais sur des objets différents. Je me suis posé la question, quel lien entre apprentissage et attachement? Et il y avait un enfant qui, pendant le goûter, pendant le repas de midi, où des 2 éducatrices étaient en train de s'occuper de 2 enfants, et lui, il était derrière une barrière, et puis il était sans personne. Il était malheureux. Puis il se déplace sur les fesses, il se lève, il passe, il regarde, et puis elle s'occupe absolument pas de lui. Et il se déplace, et il finit par tomber, par arriver dans une espèce de boîte. Il y avait une boîte, et puis il y avait des objets. Il va, il rentre, il prend un objet, et cet objet faisait un bruit particulier. Il se met à les manipuler, il s'assoit sur les fesses, et il pousse une grande expiration. Ça y est, il est au calme, il est occupé. Il arrête de chouiner. Et c'est là que je découvre la chose que je vais ensuite réutiliser. Je découvre que la fonction vitale apprentissage peut consoler l'enfant du déficit d'attachement. Ça va se retrouver toute la vie, ça. Si tu veux te consoler des chagrins, ceci et cela, mets-toi à créer. Apprends. Dans une création, eh bien, on est tellement occupé à sa création qu'on est consolé des déficits affectifs qu'on peut avoir. Quel que soit son milieu, sa famille, ses capacités, l'enfant donc apprend. Les enfants apprennent à marcher, à faire du vélo, à jouer avec le réel et l'imaginaire, à résoudre leurs propres énigmes. Dans les précédents épisodes, la question a été posée. Pourquoi apprendre peut devenir un obstacle à l'école? Pourquoi quand entre guillemets, les bons élèves, que Michel Breut appelle les chercheurs fabricants de réponses, eux s'en sortent, d'autres décrochent, subissent, souffrent d'un sentiment d'échec, un échec scolaire à répétition, rythmé par l'éducation assistée, les enfermant dans une autre catégorie définie par Michel Breut, les écouteurs de réponses, demandeurs d'aide. Alors, quel modèle d'éducation peut-on imaginer pour l'avenir? Ah voilà. Dernier chapitre. Ouais, pas facile. Pas facile parce que si. Nous tous, alors si, dit Michel, mais au point de départ, on ne sait pas où est l'arrivée, quoi. Parce qu'on a tous évolué dans un système, quelque chose qui fait système. On sort tous de là. Et donc c'est difficile de penser contre soi, de faire le pas de côté, de tout déconstruire en fait, parce qu'il y a beaucoup à déconstruire. On l'a dit lors du premier podcast, je crois, sur la question du temps. Déjà, il y a cette notion-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le système scolaire, on a une partition du temps qui est souvent à base de séances de 55 minutes. On peut se demander, mais qui a inventé ça? Pourquoi est-ce généralisé? Pourquoi est-ce qu'en 55 minutes, l'être humain devrait atteindre un résultat? Enfin, c'est assez incroyable, c'est très surprenant comme parti pris. Donc cette question du temps, elle est centrale, de se dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ce sujet du temps là, qui est comme ça inscrit dans le marbre? On n'y déroge pas, ça va de l'école primaire aux études supérieures. On arrive pour apprendre quelque chose et on a 55 minutes ou 2 fois 55 minutes. Donc voilà la première chose qu'on peut évoquer. On a eu une nombreuse discussion avec Michel sur la question de l'évaluation, évidemment. On en discutait sur les pratiques d'enseignement qui viennent dégrader le processus d'apprentissage. L'évaluation vient mettre le point d'orgue sur la performance, alors que nous, depuis le début des podcasts, on est en train de dire que ce qui est important, c'est pas forcément le résultat, c'est le processus dans lequel se placent les élèves. Il y a une dimension de progrès individuel qui est à respecter. C'est pas forcément est-ce que l'élève va savoir répéter ceci ou cela. Il n'y a pas d'évaluation du tout, hein. Aucun contrôle de connaissances. Il y a des cours de formation et il y a des périodes de stage très importantes, très longues, mais où là, il y a un suivi en stage, mais il n'y a toujours pas d'évaluation, il n'y a pas de rapport de stage. Il y a des soutenances, on a organisé quand même des soutenances de rapports de stage devant des pairs, soit des préfets, soit des directeurs généraux de collectivités, mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas de système d'évaluation. Or, il y a des séquences de travail qui sont communes avec les élèves de l'ENA. On a choisi des thèmes sur lesquels les futurs préfets
Et les futurs directeurs généraux auraient à travailler ensemble ou devaient développer les mêmes types de compétences. Donc, ils devaient travailler sur des cas en politique publique. Donc, on élaborait des cas. Alors, un coup, c'était l'ENA qui les élaborait, un coup, c'était nous. Et les élèves étaient censés travailler ensemble en études de cas pendant 3 heures d'affilée. Eh bien, les études de cas étaient données à l'avance et travaillées sous la forme de jeux de rôle. Ils devaient résoudre des problèmes sous la forme d'un jeu de rôle qui mélangeait, bien entendu, le point de vue de l'État et le point de vue territorial. Ils faisaient ce jeu de rôle devant un expert. Eh bien, c'est simple. Comme les élèves de l'ENA n'étaient pas évalués, ils ne jouaient pas. Ne jouaient que ceux qui n'étaient pas évalués. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait un désintérêt absolu de la part des élèves de l'ENA de ce genre de truc, puisqu'il n'y avait pas de notes. Donc ils considéraient que ça n'avait aucun intérêt. Voilà. Et tout ce qu'on a pu élaborer sur la base du volontariat, nos élèves à nous étaient toujours volontaires, et leurs élèves à eux, jamais. C'est tout. On a fait un travail de réflexion sur les dernières pages de l'ouvrage pour essayer de repenser ou de déconstruire les questions d'évaluation, la question de la performance, et pour remettre au cœur du système éducatif ce qu'on a qualifié de joyau, qui est ce processus d'apprentissage. Parce que c'est la seule chose qui vaille. Sur une intervention, moi je demandais aux élèves à quoi sert l'école. Et la réponse simple, c'est à apprendre. Voilà, elle ne sert pas à avoir des notes en réalité, elle ne sert pas à faire des enregistrements. Donc elle sert à grandir, à apprendre et à être. Donc après, dans ces déclinaisons plus précises, ce que Michel défend en premier lieu, c'est aussi un travail de coopération entre les professeurs, en imaginant que la transformation du métier, elle ne peut s'inventer que de manière collective. Donc il y a des pays où il y a des choses qui existent, comme au Japon par exemple, où il y a des collectifs de profs qui font des préparations communes de séances, qui les observent, qui sont dans un dispositif de formation continue. C'est ce qu'on a pu faire dans des projets en établissement. En fait, moi j'ai fait de la formation pendant quasiment 20 ans, depuis 1990 jusqu'à 2017. Et je me suis rendu compte qu'au bout de ces formations-là, ce que je mettais en place disparaissait dès que je partais. Dès que je quittais l'établissement, le dernier établissement, c'est le lycée où Laurent a travaillé. J'y suis resté 7 ans. Et au bout, le dispositif mis en place, il a disparu. Alors, ça veut dire une chose. Je commençais par me dire, mais je suis vraiment nul comme formateur, puisque quand je pars, ils arrêtent. Et après, je me suis dit, non, ils arrêtent parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Et ils ne peuvent pas continuer parce qu'il y a une co-responsabilité. L'institution a besoin de mettre en place quelque chose. Je vais reprendre un peu les idées que Laurent a données. A besoin de mettre en place un dispositif pour permettre aux enseignants d'avancer dans leur réflexion. La difficulté dans ce projet d'une école différente, je ne sais plus comment on l'appelait, on a du mal à trouver un nom. Tu te souviens ? En fait, c'est une école nouvelle qu'on voudrait. Il y a la question de l'éducation nouvelle qui était déjà là il y a un siècle. Ouais, c'est-à-dire que il y a plein de noms là-dessus. Ce qu'on défend là, dans le podcast, c'est la vision de l'activité de l'élève, donc de l'école active, et ça existe depuis un peu plus d'un siècle. La différence qu'on a, c'est que par rapport aux écoles actives qui ont été mises en place, que ce soit au GFEN, dans tous les mouvements pédagogiques, la différence, la distinction, c'est qu'ils n'ont pas défini l'activité. Nous, on l'a défini. L'activité de créer, réfléchir, apprendre. On l'a défini avec les 3 actions dont je parlais dans un autre podcast. Ça, c'est pas défini ailleurs. On définit une démarche pédagogique, mais sans définir l'activité de l'élève, à nouveau. On enseigne d'une certaine manière aux enseignants, et la rupture épistémologique consiste non pas à dire aux enseignants c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que l'élève fait. Et si l'élève fait comme ça, comment je me débrouille moi pour qu'il apprenne ? Voilà, donc on repart. L'idée, c'est de repartir de l'élève. On n'observe pas l'enseignant pour apprendre à exercer dans cette école-là. On observe les élèves. Première chose. Donc, on met le travail commun qu'on va installer pour les professeurs
Ça sera de créer des séances ensemble, comme tu le disais, mais aussi d'aller observer ce qui se passe. Et comment ça se passe pour les élèves? Parce qu'il y a plein de choses à découvrir. C'est un territoire vierge. Moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai fait ce travail de recherche, d'être tout seul à le faire. D'être dans la classe, de filmer, de regarder, de prendre des notes. Et que ça, c'était difficile. Y compris pour les collègues avec qui on travaillait. C'était difficile parce que je pense que les collègues avaient peur d'être jugés. De se juger les uns les autres. Je crois qu'il y avait ça comme obstacle. Donc il y a beaucoup d'obstacles. Donc il y a, d'une part, la base de tout, c'est le travail commun. On va se mettre à penser ensemble autrement. Dans quel objectif? On n'a plus des objectifs de savoir dans cette école-là. Le savoir, c'est le matériel qu'on va apprendre. L'objectif, c'est penser, créer. Le processus de pensée, le processus de création. L'idée, c'est d'être capable de penser tout seul, de créer tout seul longtemps, et de penser tout seul, mais aussi de penser avec les autres. Oh là là, de penser avec les autres. Penser avec les autres, ça veut dire ne pas rentrer dans un rapport de domination-soumission, c'est moi qui pense, c'est moi qui sais, c'est pas toi. D'être ouvert à la différence de l'autre, à ce qu'il peut exprimer de différent, parce que je vais m'enrichir de ces différences. C'est une reconsidération de dire que l'autre n'est pas dangereux, mais l'autre est intéressant parce qu'il va me permettre d'apprendre. Mais pour ça, il faut que l'école ait comme objectif, non pas de savoir, mais de penser. Non pas de savoir déjà, mais d'apprendre. Non pas de dire, tiens, il y a telle chose qui est intéressante, oh, c'est une belle création, ça, c'est une belle œuvre. Mais non, ce qui est intéressant, c'est le processus même de création. Tout ça, ça existe déjà dans l'école actuelle. Moi, j'ai des interviews de professeurs. Je me souviens très précisément de l'enregistrement d'une prof d'art plastique qui me raconte comment tel élève, il a passé 3 séances d'art plastique, donc 3 semaines, à produire son dessin. Et comment il n'y arrivait pas, il n'était pas content de lui, et qu'il amenait autre chose dans la séance suivante, et que ceci, et que cela. Et elle le regardait faire. Elle le regardait simplement faire. Il dit, c'est ça qu'on cherche. Regarde ton élève travailler. Et s'il est au travail, observe, admire, attends. Donc, le but n'est pas le savoir. Le but n'est plus le référentiel de compétences. Le but, c'est de mettre à penser. Le but, c'est tu penses. Seul et avec tes petits camarades. Seul et avec ceux qui ne savent pas. Seul et avec des personnes qui savent beaucoup, etc. À partir de là, on s'est dit, mais dans ce cas-là, faut supprimer l'évaluation. Parce que l'évaluation, ça sert à quoi? Ça sert à mettre en ordre, de manière hiérarchique, entre ceux qui savent beaucoup et ceux qui savent pas beaucoup. Donc il n'y a plus d'évaluation. Mais comment faire l'école dans ces conditions-là? C'est un renversement complet. Si on veut aller au bout de ce qu'on a théorisé là jusqu'à présent, mais c'est effroyable le travail à faire. Effroyable. Être à l'école, sans avoir l'évaluation, le bulletin de notes et tout ça, mais comment on fait? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, les notes, les évaluations produisent des obstacles aux apprentissages. Pour les élèves, ça met quelque chose de l'ordre de « lui, c'est mieux ». Moi, je sais mieux. Ça met des différences et des jugements les uns sur les autres. C'est une catastrophe. Ça empêche le lien, la coopération entre les uns et les autres. Et on est soumis à ça. On a été construit là-dessus, nous, sur « je suis le meilleur, je suis le plus mauvais, j'ai peur d'être mauvais », etc., etc. Sur le jugement par rapport aux autres. Et sur le fait que l'autre est dangereux. J'ai dit, le fait de penser, c'est l'objectif. Le fait de créer, c'est l'objectif. C'est plus le fait de savoir. Le fait de travailler collectivement, entre profs. Ils travaillent déjà seuls, il leur manque quoi? Du travail commun. Vrai aussi pour les élèves. Le modèle, c'est tu travailles tout seul et puis tu travailles avec les autres. Tu réfléchis seul et puis après tu réfléchis avec tes petits camarades. Et le prof, il n'intervient pas. Parce que s'il dit la réponse à un moment donné, les élèves vont l'attendre.
si le prof jamais ne dit la réponse, oh la catastrophe. Ils vont donc bosser, parce qu'ils ont besoin de sortir du doute. Et ils ont besoin de se dire, on a trouvé là les gars, les filles, on est tous d'accord, c'est ça les bonnes réponses en mathématiques, par exemple, il n'y a qu'une seule réponse. C'est ça. Vous avez trouvé autre chose? On est sûr de nous? Tout le monde est d'accord? Le prof n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et les élèves n'iront au bout de leurs incertitudes que si le prof ne dit rien. Il peut être simplement content. Ça a marché. Fin du 5e et dernier épisode du podcast Secret d'école, un podcast réalisé par Jean-Christophe Cabu et l'association Cédition.fr, musique d'Alexandre Berne. Michel Breut, l'auteur, accompagné de Laurent Laprie, professeur, nous ont partagé leurs observations, leurs analyses, confié leurs inquiétudes, leurs incompréhensions. Ils ont évoqué des solutions dont vous pourrez lire le développement dans cet ouvrage, Secret d'école, un livre donc de Michel Breut, édité chez L'Harmattan dans la collection Enfance, Éducation et Société, à commander chez votre libraire ou sur le site édition-harmattan.fr.